Donc, bienvenue à notre deuxième cours d'INF 1256. Donc, aujourd'hui, on va voir le principe des structures de contrôle. Donc, jusqu'à présent, quand on allait écrire différents programmes, différents scripts en Python, les instructions étaient exécutées toujours de manière séquentielle. Donc, quand on va regarder les structures de contrôle, on va regarder comment différer de cette structure séquentielle-là de base. Fait qu'on va pouvoir venir ajouter de la décision, de la condition à l'intérieur de mes programmes, ou on va aussi pouvoir rajouter de la répétition. Donc, d'être capable de répéter le même bloc de code plusieurs fois sans avoir à gérer un copier-coller, mettons. Avant de faire ça, on a une couple de petites informations disparates comme à ramasser. Donc, on va faire un petit retour sur les principes d'affichage. Donc, on avait vu, juste un rappel rapide de qu'est-ce qu'on est capable de faire. On est capable de sauvegarder dans des variables le contenu de saisie. On peut mettre des chaînes de caractères à l'intérieur de guillemets simples. Et avec ces éléments-là, on peut aller écrire avec le print des opérations qui vont venir travailler avec. Ici, ça exécute mon code. On est dans l'environnement de Replit. On a une saisie. Ça demande une saisie, donc ça l'attend que j'écrive quelque chose. Puis une fois que... Attends, on va mettre 11, mettons. Une fois que j'ai écrit quelque chose, je peux voir que le print affiche qu'est-ce que j'ai. Si je le mets entre guillemets simples, c'est du texte direct. Si j'ai une expression, donc on avait dit qu'une expression, c'est n'importe quoi qui peut avoir ultimement une réponse, on a le résultat qui est affiché. Puis ici, on peut le délimiter par des virgules, puis chacune des informations va être affichée une à la suite de l'autre. Ici, si je remets mon 11, je peux voir ici que une à la suite de l'autre, puis on ajoute des espaces. Là, le principe, c'est que si on a un deuxième print, on l'exécute, on réécrit notre nombre 11, on voit ici qu'il y a automatiquement un saut de ligne qui apparaît. Donc, des fois, c'est pas ce qu'on veut. On aimerait ça peut-être que l'autre print, il continue normalement sur la même ligne. Donc, on est capable, dans les différentes fonctions, de changer des paramètres de configuration de la fonction. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Après notre liste de paramètres, je peux rajouter un nouveau paramètre, puis il faut que j'y donne un nom. Donc, il faut que j'utilise le end égal, puis là, je vais pouvoir mettre une nouvelle valeur qui vient à la place du end. On peut voir en fait dans l'énoncé ici de la documentation qui est présentée que le end, par défaut, c'est un \n. On avait vu à la fin du dernier cours que le \n, c'est pour faire justement des sauts de ligne. Donc le print, par défaut, rajoute un saut de ligne à la fin, mais je peux dire, regarde, ce print-là, je ne veux pas un saut de ligne, je veux juste un espace. Et à ce point-là, après la fin de mon print, il va rajouter un espace. Je peux être plus explicite que ça, puis dire espace banane. Espace. Et on peut voir ici que ça va écrire qu'est-ce que j'ai indiqué. Ici, j'ai une question qui demande ici, je vois que tu as mis des guillemets simples, des guillemets doubles. C'est quoi? Y a-tu un qui est plus long ou pas? Donc, des guillemets simples ou des guillemets doubles, ça ne change rien. OK? Puis, sur un clavier anglophone que moi j'utilise étant programmeur, le principe, c'est que c'est Shift une affaire ou Shift une autre affaire. Les deux ont... Mes doigts, ils cliquent comme ça ou ils cliquent comme ça fait pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence pour moi entre le guillemets simple et guillemets double, puis il n'y a pas de différence non plus dans l'exécution.
Excellent. Donc, ça, c'est notre première configuration. On peut changer la fin de la ligne. Autre chose qu'on vient de voir, on a des séparateurs automatiquement entre chacun de nos paramètres, qui est en ce moment un espace. Bien, on peut aussi changer cet élément-là en changeant, OK, à la place d'avoir le end, je peux avoir le sep, qui va être le séparateur entre les deux. Encore une fois, dans la documentation, on peut voir qu'il y a comme des configurations automatisées. Donc, sep, end, là, il y a aussi file et flush que nous autres, on ne touchera pas, là. Mais pour sep, c'est pour le séparateur. Fait qu'à la place de espace, je pourrais mettre, admettons, des tirets. Et à ce moment-là, ça sépare mes informations par des tirets. Donc, on est capable de jouer avec cette possibilité-là. On a aussi la capacité de faire ce qu'on appelle de la concaténation de chaînes de caractères. Donc, avec le print, on peut comme mettre des éléments, mais souvent, si je veux avoir deux chaînes qui sont une à côté de l'autre, un avec un espace, un avec un tiret, je peux construire moi-même la chaîne dans une expression. Fait que je peux utiliser l'opérateur plus pour être capable de faire ce qu'on appelle une concaténation, de coller deux bouts de chaîne un à côté de l'autre. Donc, si j'ai besoin d'avoir deux bouts de chaîne, je peux les coller. Donc, attends, on va juste mettre ça en fait. Donc, je peux les coller, puis lui, il va juste les coller les deux ensemble. Puis, je peux ramasser plein de choses autour de ça. Là. Fait que si, mettons, je mets une valeur là-dedans, puis je dis, je veux que ça soit plus X. Et ici, blablabla, blablabla. Ah oui, ici, dans la concaténation, on n'a pas le droit de mettre des entiers, hein, parce qu'il va dire, ben là, je ne sais pas quoi faire, parce que si tu additionnes juste des chaînes, je sais qu'il faut faire de la concaténation, mais là, tu as des chaînes, tu as des entiers. Donc, dans le même principe que quand on utilisait le input, on avait le int avant pour dire, hey, ça c'est un int, on peut ici le transformer en string à l'intérieur, puis on peut faire des concaténations pures pour être capable de décider qu'est-ce qui va à l'intérieur de mes chaînes de caractères. Donc, ça ici, c'est vraiment juste quand j'ai besoin d'une configuration très précise de une chaîne de caractères. Habituellement, le print avec ses différentes options de séparateur ou ses fins de ligne va être bien suffisante. On a aussi, quand j'ai besoin de formater la présentation d'entités numériques. Donc, on a la fonction format qui me permet de changer l'affichage d'une information. Fait que ici, on commence, puis je vais dire, mettons, j'ai cette valeur-là. Fait que j'affiche X. On peut voir que ça me le donne tout. Mais si je veux avoir juste le principe de... Je veux juste avoir deux chiffres après la virgule. Donc, on peut utiliser la fonction format qui va prendre qu'est-ce que je veux formater, hein? Donc le format que je veux avoir, puis après ça, une spécification du format. La spécification du format, c'est une chaîne de caractères qui indique comment est-ce que je veux construire le format présenté. Donc ici, il y a plusieurs options, donc on a ici quelques exemples. Fait que le principe, c'est que le point de F, ce que ça me permet de dire, c'est que, hey, ça va être une valeur à point flottant, OK? Ça va être après la décimale, je veux seulement deux éléments. On peut voir ici que dans l'affichage, ça l'a automatiquement arrondi, mais ça n'a pas changé la valeur de X. Donc, si je fais print de X par la suite, le vrai X n'a pas été modifié. Donc ici, le format avec le print, ça permet de changer localement l'information. Mais ce n'est pas un changement permanent. Okay? Donc, c'est très utile quand on est en train de créer une application puis qu'on veut gérer l'affichage final. Puis, admettons que je veux, un salaire ou quelque chose comme ça, ben, j'aimerais ça avoir juste deux décimales. Hein?
Fait qu'on est capable de utiliser ça pour formater nos éléments. Fait qu'on a plusieurs options possibles. On peut avoir la notation scientifique avec un certain nombre de décimales. On peut avoir ici un format en pourcentage ou sinon un format en pourcentage sans aucune valeur après la virgule. Donc, il y a plusic'ueurs options. Ça, c'en est quelques-unes qu'on pourrait retrouver, mais il y en existe d'autres si vous voulez aller voir. Fait que ça, c'était notre première petite capsule de brindilles à terre là, avant d'arriver aux structures de contrôle sur l'affichage. Deuxième petite capsule, avant d'arriver dans le sujet vif de la journée, ça va être les opérations arithmétiques. Donc, jusqu'à présent, j'ai pris pour acquis que quand j'écrivais, x est égal à 4 plus 5 plus 12, OK? On savait intrinsèquement qu'est-ce qui allait arriver, OK? Donc, j'avais pas eu besoin d'expliquer le 5 plus 12. Hein? Je pense que... ici, excellente question. Donc, on demande, OK, cool, tu me dis que quand j'utilise format, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on veut aller chercher des informations, il faut aller voir dans la documentation de Python. Fait que ici, on peut marquer Format, Python, Doc. Puis, ça va nous apporter habituellement à l'endroit où on a besoin de travailler avec. Donc, ici, mettons, on va aller ici, on va chercher cette affaire-là, Format. Et on peut voir ici, ça me dit, bon, c'est la patente format, tu vois que tu peux même cliquer dessus. Là, ça va nous apporter à qu'est-ce qu'on peut utiliser. Là, ça dit format, ça prend des arguments, ça prend. Puis là, ici, c'est par exemple, c'est pas mal plus difficile à lire, là. Mais qu'est-ce que nous, on recherche, c'est le format string syntax. Là, là-dedans, il va y avoir un paquet d'options sur tout qu'est-ce qu'on peut aller chercher. OK, donc avec des exemples de tout ce qui est possible. OK, donc si on va chercher, mettons, notre F. OK. Donc on peut voir ici le F de tantôt. C'est ça qu'on avait. Si on regarde les autres différentes options, y en a-t-il d'autres qui sont intéressantes à montrer pour l'instant? Vraiment, ceux qui sont présentés, c'est vraiment ceux qui sont les plus évidentes et à utiliser. On peut représenter les choses dans d'autres formats que le format décimal. Okay? Donc, par défaut, c'est en base 10, mais on peut l'avoir en hexadécimal, ou c'est que c'est en base 16, ou en binaire, ou c'est que c'est en base 2. Donc, à ce point-là, il y a plein d'options, il y a plein d'exemples que tu peux aller regarder pour voir qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre par rapport à ça. Parfait. Donc, on revient ici à nos opérations arithmétiques. Donc, on a de base, hein, de nos connaissances générales, la majorité des opérations arithmétiques déjà connues. Hein. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de passer le temps sur l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Tout ça, c'est pas mal de mise. Mais il y en a 3 qui peuvent être utiles en informatique, mais qui ne sont pas des choses que tu retrouves dans des mathématiques normales ou dans la vie générale. C'en est 3 qu'on va regarder. Bon, il y en a un qui est moins pire que les autres, c'est la puissance. Donc, si j'ai besoin de faire une puissance de quelque chose, donc, mettons 2 à la 3, je vais utiliser le double étoile. Hein, on avait dit que quand on avait une problématique, on faisait juste doubler le symbole, puis on était tigidou. Ben, on savait pas trop quoi utiliser pour la puissance, parce que le petit chapeau il est utilisé pour autre chose quelque part d'autre. Fait que la puissance, c'est relié à la multiplication. Fait qu'on s'est dit, c'est correct, on va juste utiliser le double étoile, puis ça va me donner la puissance. Donc, double étoile, c'est la puissance. Deuxième qui peut être intéressant, c'est la division entière. Donc, le principe de la division entière, c'est, bon, si j'ai une division,
On va se faire une division quelconque. OK. Donc, 17 divisé en 5, ça me donne 4. La division entière, la différence, c'est que ça va couper la partie fractionnaire. Donc, ça va seulement garder la partie entière. Puis, non seulement ça, mais si j'ai une valeur, 3.8, si je fais une division entière de ça, ça me donne juste le 3. Donc, c'est vraiment ici, ça coupe la partie fractionnaire. Ça ne va pas arrondir. Ça va vraiment juste faire schlock, je l'enlève, et voilà, tu as ta division entière. Donc, la division entière peut être utilisée quand j'ai besoin de savoir comme le nombre entier de quelque chose. Fait que pour arrondir, on peut, il y a différentes méthodes, mais il y a une fonction d'arrondissement en Python qui s'appelle round. Qui. Attends. La fonction round prend deux paramètres, puis va avoir la valeur que je vais arrondir et le nombre de décimales qui va venir après. Fait que ici, si on reroule donc quelque chose de plus grand comme ça, si j'utilise round, on peut voir que ça coupe après 4 décimales. On a une fonction pour arrondir, c'est intégré dans le langage. Parfait. Ensuite, dernier opérateur arithmétique intéressant, c'est le modulo. Donc, le modulo va me permettre de trouver ce qu'on appelle le restant de la division. Donc, justement, là, quand j'ai quelque chose où je le divise, puis ça ne me donne pas des éléments au complet. Fait que, mettons ici, j'ai 10 divisé en 8. Hein? Donc, j'ai un 8 complet à l'intérieur, mais après ça, il va me rester un 2 divisé par 8 qui va me donner le 0.25. Ben, le restant de la division, ça serait la valeur que j'ai pas réussi à passer dans la division entière. Fait qu'ici, je peux utiliser le modulo, qui est le pourcentage, qui va me donner le restant de la division. Donc, j'avais 10, j'essaye d'enlever le plus de fois possible le 8, puis quand je suis plus capable, ce qui me reste, c'est le restant de ma division. Fait que, mettons ici, on se donne un autre exemple. Je me mets 18. Donc, avec 18, en enlevant le plus de fois possible de 8 complets, en restant non négatif, il va me rester combien après avoir enlevé le plus de fois de 8? Hein? Fait que si j'y pense, je peux faire 18 moins 8, hein? Ça me donne 10. Et après ça, je vais pouvoir prendre le 10, faire moins 8, ça va me donner 2. Puis là, après ça, je pourrais essayer de faire 2 moins 8, mais là, c'est too much. Fait que le modulo euh, 8, 2. OK, parce que ça me donne encore 2. Si j'essaye avec 20, ça me donne combien, on pense? Ça me donne 4, parce que je suis encore capable d'enlever 2 fois 8. Qu'est-ce qui me reste après? Ça me donne 4. Pour le modulo, si j'ai une division entière, hein, donc si j'ai une division qui ne laisse pas de fraction, ça va juste me donner 0. Okay?
Donc, il y a quelques petits trucs qui sont intéressants avec le modulo. Donc, ici, on va essayer de faire un petit exemple. Admettons que j'ai 48 modulo 10. Donc, on essaye d'enlever le plus de fois possible de 10. Puis, on se demande, il va rester combien après cet élément-là. Donc, on essaie d'y penser quelques secondes, savoir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ça nous donne 8. Parce que j'essaie d'enlever le plus de fois possible le 10. J'en ai 4, j'enlève le 40. Il me reste 8. Je ne suis pas capable d'enlever un 10, fait qu'il me reste 8. Si on refait le même exercice, mais avec ce chiffre-là, ça va me donner combien? Ici, en fait, il y a un petit truc. Parce que le 10, que ce soit une dizaine, une centaine, un millier, une dizaine de milliers ou une centaine de milliers, je sais que le 10 va manger toute cette partie-là de notre nombre. Fait que je sais tout de suite que le résultat final, ça va être en fait le dernier chiffre, qui va être le 4. Donc avec le modulo, on peut faire des petits tours de passe-passe mathématiques comme ça, qui peuvent être assez intéressants. Il y en a un aussi avec le modulo 2 pour trouver si un nombre est pair ou impair. Ça, je vous laisse trouver ça dans les exercices de cette semaine. Fait que ça, c'était notre deuxième petit élément de la journée, les opérations arithmétiques. On est ensuite capable de passer aux opérateurs relationnels, qui est notre dernier élément avant de sauter dans les structures de contrôle. Donc, les opérateurs relationnels, donc on dit ici des opérateurs. Donc, le principe d'opérateur, c'est de prendre deux opérandes. De la même manière qu'on a 3 plus 4, on a 3 et 4 qui sont les opérandes. Puis on a l'opérateur en dans le milieu qui est capable de faire une gestion de ça et de me donner un résultat par rapport à cette expression-là. Fait que quand on a nos opérations mathématiques, on sait qu'il y a deux nombres de chaque bord, puis que ça me donne un nombre comme résultat mathématique de l'opération arithmétique. Les opérateurs relationnels marchent un peu différemment. Donc, les opérateurs relationnels, quand eux, ils prennent leurs deux opérandes, puis qu'ils me donnent le résultat va être une valeur booléenne. C'est quoi une valeur booléenne? On avait parlé des différents types de valeurs la semaine passée. On avait les nombres, on avait les chaînes de caractères, puis on avait les valeurs booléennes. Donc, les valeurs booléennes sont toujours vraies ou faux. Donc, on avait vu que quand je sauvegarde ça, je peux avoir une valeur qui est true. OK? C'est pas une chaîne de caractères. Là. OK? C'est une valeur qui dit que c'est vrai, ou je peux avoir une valeur qui dit que c'est faux. OK? Fait que le principe des opérations relationnelles, ça va être de générer des réponses qui sont vraies ou fausses. À partir de là, les opérations relationnelles elles-mêmes sont quand même assez directes parce que c'est des choses qu'on connaissait déjà. C'est juste c'est nouveau que ça nous donne une réponse en tant que telle. Donc, on a les opérateurs relationnels. OK? Donc, si j'écris ça, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver avec le x? Si je dis x est plus petit que 2, donc ça ici, faire attention, c'est pas une règle mathématique. En ce moment, c'est une instruction en Python. C'est une instruction d'assignation. Donc, on a à gauche la destination de l'assignation, on a l'égal, puis ensuite, on a l'expression qui doit être évaluée. Donc, il faut que je trouve le résultat de cette question-là. Et qu'on s'est dit que ça allait donner des choses qui étaient booléennes, qui étaient vraies ou faux. Fait qu'on se demande, est-ce que 5, c'est plus petit que 2? Dans ma tête, moi, je pense pas que c'est vrai. Fait que dans le X, on a false qui est sauvegardé. Si j'inverse notre affaire de bord, on peut voir que ça devient true. Parce que maintenant, 5 est plus grand que 2. Donc, on est capable de construire à partir d'opérations relationnelles des valeurs qui sont vraies ou fausses. Là, ici, on en a plusieurs opérateurs relationnels. Donc, on a le plus petit ou égal, on a le plus grand,
on a le plus grand ou égal. Donc ça ici, c'est pas mal direct, là. C'est un homologue direct de qu'est-ce qu'on pourrait écrire dans une règle mathématique, une fonction mathématique. Mais là ensuite, il y a des différences fondamentales. Fait que la première différence fondamentale, c'est pour trouver l'égalité. Donc le principe, c'est que je pourrais dire, 5 égale à 2, c'est l'égalité, right? Mais ici, la problématique, c'est que le égal, on l'utilise déjà pour quelque chose. On l'utilise pour l'assignation. Donc si je l'utilise pour l'assignation, il faut que j'utilise un autre symbole pour être capable de représenter l'égalité numérique. Encore une fois, dans toute la lâcheté de la syntaxe, on va ici juste doubler l'opérateur pour être capable de dire, ça c'est une égalité relationnelle. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Ça regarde x, ça va devenir quelque chose. Qu'est-ce que ça devient? C'est la réponse à est-ce que x est égal à 2. Bon, est-ce que x est égal à 2? Je retiens le 1, je suis 3. Non, évidemment pas. C'est pas 5, c'est pas 2. Donc, quand j'exécute ça, ça me donne false. On a fini avec notre opération. Évidemment, peut-être pas évidemment, je sais pas. Quand on travaille avec les expressions, on avait vu qu'on peut avoir dans les expressions de la substitution d'éléments. Hein? Donc, on peut dire, j'ai un x qui est égal à 5, puis après ça, un y qui est égal à 5, puis après ça, j'utilise cette valeur-là dans mon expression, qui va faire en sorte que ça va être remplacé. C'est la première opération qui se passe. Puis à la suite de ça, ça va évaluer l'expression, puis finalement, ça va faire l'assignation. Puis si on veut aller un coup plus loin, on va pouvoir commencer à mettre des inputs qui vont nous permettre d'avoir un résultat qui va être dynamique, dépendamment de ce qui a été rentré. Puis là, ça va me donner un vrai ou faux, dépendamment de ce qui se passe à l'intérieur de ça. Fait que si j'écris 2, ça me dit faux. Ici, oui, parce que j'ai oublié de mettre un int. Il faut faire attention au type. Donc 2, c'est bien 2. Et si je mets autre chose qu'un 2, ça me dit faux. On a un autre opérateur relationnel qui n'est pas évident à première vue, qui est le point d'exclamation égal. Avec le point d'exclamation égal, son principe, c'est le différent de. Donc, en fait, en mathématiques, c'est le égal avec une barre dedans, mais on n'a pas ça sur nos claviers. Fait qu'il a fallu trouver un homologue. Donc, on a le point d'exclamation égal pour le différent de. Excellent. Fait que on a maintenant fait le tour des petites brides autour. On peut tomber dans le vif du sujet de la soirée, qui est les opérations conditionnelles et les opérations de répétition. Donc, la structure de contrôle conditionnel va me permettre de prendre des décisions dans mon code. Donc, c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Tu es capable de dire, si tu me... Fait qu'on va en écrire un, puis on va le décortiquer ensemble. Là. Donc, si ton y il est plus grand que 10, je vais dire bravo. Bravo? Non, bravo. Juste pour bonne mesure, on va regarder ici un autre print qui va nous présenter des informations. Donc, je commence, j'exécute, je vais écrire une valeur qui est plus grande que 10. Et on peut voir ici qu'on a le bravo, on a la fin du programme par la suite. Qu'est-ce qui arrive si j'écris quelque chose qui n'est pas plus grande que 10? On a ici la fin du programme seulement. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la structure conditionnelle avec le if? Il va commencer normalement, il va exécuter notre input qui convertit ça en int après, ça l'assigne dans y, donc ça reste pareil. Mais quand vient le temps d'arriver ici, il va évaluer l'expression logique. Donc, comment est-ce que j'écris un if? J'ai besoin d'utiliser le mot-clé if. Donc, quand on a du texte qui est en bleu, dans notre éditeur en ce moment, là,
c'est que ça fait partie de la syntaxe officielle de Python. Donc, le if me débute un bloc qui va pouvoir être exécuté seulement si la condition est vraie. Fait que la condition ici, je l'exécute, donc il me faut une expression booléenne. On a vu le principe d'expression, hein? On dit que c'est quelque chose que je peux évaluer, quelque chose qui va me donner une réponse. Ben, une expression booléenne, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me donner une réponse vraie ou fausse. Qu'est-ce qui va me donner des réponses vraies ou fausses? Eh bien, ça tombe, c'était-tu bien timé? On vient tout juste de voir les opérateurs relationnels. Donc, on peut utiliser les opérateurs relationnels pour être capable de bien de donner des conditions à notre programme. Donc, si le y est plus grand que 10, ici, on peut voir qu'à la fin de cette condition-là, je mets un 2 points. Donc, c'est obligatoire. Je suis obligé de mettre un if. Je suis obligé de mettre un 2 points. Puis, entre les deux, je suis obligé de mettre une condition qui va être ce qu'on appelle une expression logique. Ensuite, on va avoir ici les instructions de la condition qui vont seulement être exécutées si la condition est remplie. Ici, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, on va rajouter une autre instruction. Un autre print. Okay, ici, je peux voir que si je rentre une valeur plus grande que 10, ça l'affiche bravo, ça l'affiche super, ça l'affiche fin de programme. Si j'affiche quelque chose plus petit que 10, ça affiche seulement fin de programme. Là, la question, c'est comment est-ce que le programme fait pour savoir que c'est bravo et super qu'il faut qu'il écrive quand il est plus grand que 10, puis que c'est fin de programme qu'il faut qu'il écrive en tout temps. Comment il fait pour faire la distinction, là? Parce que c'est juste 3 prints un après l'autre. Donc, un des fondements de la syntaxe de Python est ce qu'on appelle l'indentation. Exactement, le décalage par rapport au rebord. Donc, le fait ici, en fait, ça l'a fait automatiquement. Hein. Quand j'ai cliqué sur Enter ici, ça m'a automatiquement mis 2 espaces, okay, plus loin que le rebord. Donc, ces 2 espaces-là sont fondamentaux pour la compréhension de l'ordinateur. Donc, ici, c'est comme si tu créais un petit bloc à part qui est rattaché à l'élément plus haut. Donc, on est capable de... Puis là, ici, je peux rajouter des lignes vides entre. Là, ça ne dérange pas, il n'y a rien qui change. Mais c'est les changements d'indentation qui vont indiquer qu'il y a quelque chose de différent. Puis on peut même voir que l'éditeur est comme conscient de ça. Parce que quand j'ai le if, il m'affiche une belle petite ligne grise là, pour toutes les lignes qui font partie de ce bloc-là, spécial. Fait qu'on peut bien comprendre maintenant que quand j'exécute, je regarde la condition. Si la condition est bonne, si la condition est vraie, je vais exécuter le contenu des blocs à l'intérieur. Si la condition est fausse, je vais sauter par-dessus et je vais me rendre jusqu'à la fin. Donc ici, on a une excellente question. Donc, est-ce que 2, c'est un standard? En fait, la syntaxe demande qu'il y en ait au moins un. Les standards, les conventions qui existent, c'est 2 ou 4. Okay, donc, dans les différents éditeurs, ça va dépendre de celui que tu utilises. Il y en a même qui peuvent le configurer à même l'éditeur. En fait, je pense qu'on peut ici. Là. Ouais. Si tu t'en vas dans les settings, tu peux changer le nombre d'espaces de l'indentation. Fait que, il y en a au moins un. Un, c'est petit là, parce que ça diminue la lisibilité. Fait que je dirais minimum 2 ou 4. C'est comme les 2 choix que tu vas avoir. Excellent. Donc, le if tout seul, par exemple, c'est juste comme la forme de base de la conditionnelle. On va avoir d'autres options que je peux rajouter à ce if-là. La première option, c'est la possibilité d'avoir
un sinon. Donc, on a le principe du si. Hein? Donc, on sait que si ça, c'est vrai, on va exécuter ça. Si ça ne marche pas, on va sauter par-dessus. Hein? Donc, c'est la première fois qu'on est capable d'éviter des instructions. Mais si je veux avoir un autre cas qui va être exclusif, qui va être mutuellement exclusif au if. Donc, ici, on va regarder avec le else. Donc, quand j'ai un if, je peux rajouter après le bloc de code qui s'active quand le if est vrai. Donc, on peut voir ici, je suis retourné à l'indentation de base. Oups. Puis, j'ai un else avec un 2 points. Puis, j'ai d'autres instructions. Encore une fois, je peux en avoir plusieurs. Là, j'en ai juste mis une. Fait que là, la question, bon, si j'ai quelque chose de plus grand que 10, qu'est-ce qui se passe? Il fait la même chose. Donc, il va à l'intérieur, il exécute tout ce qu'il y a. On peut voir qu'il saute par-dessus cette deuxième option. Qu'est-ce qui arrive si j'ai une valeur plus petite? Ah ben là, c'est faux. Donc, il ne va pas faire cette partie-là. Ben, le else, il est fait pour comme attraper quand la condition est fausse. Donc, quand c'est faux, on va faire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bloc de code dans le else. Donc, on a le if. Si c'est vrai, on fait le premier bloc de code. On peut avoir facultativement un else qui va être exécuté si la condition est fausse. Bon, il y a une autre option. Là, la vraie réponse, c'est on fait le else si la ou les conditions sont fausses, mais on va revenir à ça dans quelques secondes. Fait que ça, c'est notre première option possible pour le if. On a une deuxième option possible pour le if. Okay, donc, il nous faut toujours le if de base. Okay, donc, la condition, si elle est vraie, on fait telle affaire. Mais on peut avoir une deuxième condition possible. OK, donc, on essaie ça. On peut voir ici, on a si la première condition est bonne, on continue à faire tout ce qui est à l'intérieur, ça reste pareil. Mais si la première condition... Oups. Hello? Si? Okay. Si la première... je pense que ma connexion a été instable un instant, désolé pour ça. Donc, on revient. Je vais même refaire l'autre exemple juste avant, juste pour être certain. Donc, si on reprend le gros nombre, c'est toujours le if, hein, qui est l'initial qui est bon, on fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si on a quelque chose qui est pas correct pour le premier, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il fait OK, le premier n'est pas bon, fait que je saute par-dessus ce bloc-là, mais je vais aller essayer celui-là ici. Et si lui est bon, je vais aller le faire. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y en a aucun qui est bon? Ben, il va sauter par-dessus les deux. Qu'est-ce qui est intéressant avec les else if, c'est que je peux en avoir plusieurs à la suite du if initial. Donc, même principe, si on a un gros nombre, ça passe par-dessus le premier. Sinon, on peut aller entre les deux. On voit que ça exécute celui-là. Et finalement, j'ai le dernier qui va s'exécuter. Ici, il faut faire attention avec les else if parce que les else if vont être testés en ordre séquentiel. Ça veut dire que si j'écris quelque chose comme ça, ça pourrait sembler problématique. Parce qu'ici, j'ai écrit 5623, puis je suis comme, ben là, pourquoi il n'est pas allé dans celui qui est plus grand que 100? Ben, le principe, c'est qu'il va les faire en ordre. Et qu'il va regarder le premier. Il va me dire, est-ce que c'est plus grand que 10? Oui.
parfait, je fais celle-là, puis je saute par-dessus les autres. Donc, il ne va jamais se rendre à cette condition-là. Donc, il faut faire attention à notre ordre de conditions pour être certain que les conditions sont en fait en ordre de moins en moins restrictif. OK? Parce que si j'ai une version plus restrictive qui est englobée par un autre, ben en fait, je ne peux jamais me rendre à ce bloc de code-là. Fait que, on a le if de base, on avait le else, hein, si ça ne fonctionne pas, puis on a le else if qui me permet de faire d'autres essais de d'autres conditions. On peut en fait mélanger aussi les deux options si on veut. Donc, on peut avoir des else if, puis on peut avoir juste un else. Oups. Donc, le else va s'exécuter seulement s'il n'y a aucun des conditions qui n'est bonne. Fait que le else, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas besoin de mettre une condition spéciale. C'est juste de dire, il n'y en a aucun de ceux-là qui a marché, parfait, on est rendu au dernier essai, fais-les automatiquement. Donc, on a ça, qui est les instructions conditionnelles if. Parfait. Donc, je pense qu'on est bon pour une petite pause pour l'instant. Fait qu'on va se donner jusqu'à 7 heures pour prendre une pause, prendre un petit peu d'air, prendre une marche, aller boire quelque chose. Puis on va revenir pour voir les structures de contrôle itératives qui vont me permettre de répéter des bouts de code au retour de la pause.
Alright. Donc, nous sommes de retour. Excellent, tout est beau ici. Est-ce qu'on voit toujours bien l'écran? Tout est beau de ce côté-là? Yay! Excellent. Parfait. Fait qu'on est prêt à reprendre notre épopée de ce soir. Donc, on vient tout juste de voir nos premières structures de contrôle. Donc, le but des structures de contrôle, c'était de dire, OK, ben habituellement, j'ai ce qu'on appelle un code qui est procédural, donc qui va exécuter chacune des instructions une à la suite de l'autre dans un ordre séquentiel, dans une procédure. Là, ici, on veut faire fi de la procédure standard et d'être capable de sauter par-dessus, revenir, OK, changer ce qu'on appelle le flow des instructions. Habituellement, le flow d'instructions est complètement séquentiel, mais là, on va briser ce flow-là avec une structure de contrôle. Notre première structure de contrôle, c'était la structure de contrôle conditionnelle qui me permettait de dire, OK, ben, si il y a une condition qui est remplie, je peux aller chercher les différents éléments. Aussi, dernière chose avant de continuer, quand on est à l'intérieur du bloc de code de la structure de contrôle, on est capable de avoir toutes les instructions qu'on connaît. Okay? Donc, on peut avoir ici des prints, on peut avoir des assignations, on peut même avoir une deuxième structure de contrôle. Donc, on pourrait avoir des choses qui sont comme ça. Donc, si on regarde ici, il faut être bien capable de passer au travers ce genre de questionnement-là, puis se demander qu'est-ce qui se passe avec ce code-là. C'est là que les indentations vont venir nous aider grandement. OK? Fait que si je me demande, qu'est-ce qui arrive si je rentre, mettons, 8 dans mon Y? Fait que je vais regarder ici, est-ce que Y est plus grand que 10? Non. Ben, je vais immédiatement sauter à mon prochain niveau, OK, dans ma boucle. J'ai même pas besoin de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, les niveaux d'indentation me permettent de bien détecter où s'en va mon code. On peut voir ici, si le Y est plus grand que 10, donc admettons ici j'ai justement 100, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de ce bloc de code-là, puis on va commencer à exécuter toutes les instructions dans le bloc de code. Fait qu'on commence, ça va imprimer bravo, puis après ça, ça va demander est-ce que le Y est aussi supérieur à 100? Puis seulement s'il est supérieur à 100, on va aller écrire wow. Fait que voyons voir les subtilités de cette exécution-là. Donc, si je rentre quelque chose de très très grand, on va voir que c'est plus grand que 10. Fait que ça va écrire bravo. Ensuite, ça va regarder est-ce que c'est aussi plus grand que 100. Puis, si c'est le cas, ça imprime wow, ce qui est le cas ici. On a 5358. Puis après ça, il revient où c'est qu'il était rendu. Puis, il va aller écrire super. Il a fini ce bloc d'instructions-là. Donc, il va aller à la fin de ce if-là. Fait que si on a un if imbriqué dans un if, il va falloir faire attention de bien être capable de distinguer les différents if entre eux. Hein? Parce qu'on a un if qui est celui-là avec ces 4 conditions-là. Puis on a un deuxième if qui a seulement une condition à l'intérieur ici. On pourrait même changer un peu notre affaire. Qu'est-ce qui arrive si j'écris ça? C'est quoi la différence? C'est quoi qui va se passer de différent? À quel moment? Hein? Donc ici, on a le même principe de si c'est plus grand que 10, parfait. Quoi qu'il advienne, on va écrire bravo. Puis là, je peux lire, ben s'il est plus grand que 100, je vais écrire wow. Sinon, puis ce sinon-là, il faut faire attention. Hein? Ce sinon-là, il est enligné avec ce if-là ici. Donc, c'est le sinon de ben s'il n'est pas plus grand que 100, je vais aller écrire super. Hein, mais on est toujours dans le cas où Y est plus grand que 10. Fait que ça, c'était notre première structure de contrôle. Là, on va aller voir les structures de contrôle itératives.
Donc, la première structure de contrôle, c'est la structure de contrôle conditionnelle. Deuxième structure de contrôle, c'est itérative. Donc, le principe des structures de contrôle itératives, la première qu'on va voir, c'est le while. En fait, ce qui est intéressant avec le while, c'est que ça ressemble beaucoup au if. Donc, ben oui, certainement. T'avais-tu levé ta main? Je l'avais pas vu. OK. Excellent. C'est correct. Non. Ici, ce else-là est relié à ce if-là. Hein, donc, si on regarde leur indentation, ils sont alignés ici ensemble. Donc, ce else-là va seulement être activé si ce if-là ne fonctionne pas. Puis, ce if-là existe seulement dans la boucle, dans la condition du x plus grand que 10. Fait que pour que le super soit... Fait que là, la question que je te pose, c'est quelles sont les valeurs qui vont faire afficher super? C'est quoi la plage de valeurs possible qui va afficher super? Exact. En fait, si je veux être méchant, OK, ici pour ta compréhension, si j'essaye 10, ça marque correct. Pourquoi? Tu peux te faire aider de tes pairs si il y a quelqu'un qui... Ah ah! Et voilà. Exactement. Ben, en fait, 11 et 100. Hein, parce que lui aussi, il n'est pas légal. Donc, il faut faire attention. Hein, quand on avait regardé les opérateurs relationnels, ça ici, c'est strictement plus petit. Si on veut, on a le plus petit ou égal. Même principe avec le strictement plus grand, puis le plus grand ou égal. Hein. Fait qu'il faut faire attention à ces gentilles subtilités-là. Mais tu as bien compris le principe derrière. Là. Donc, c'est seulement une fois qu'on est à l'intérieur d'ici. Donc, il faut que ça répond à ça de manière vraie. Puis il faut que ensuite, ça réponde à ça de manière fausse. Exactement. Parce que dans ce cas-là, il va détecter c'est bien plus grand que 10. Il va aller faire ça au complet. Il va afficher le bravo. Mais avec le 105, il va dire ben ça c'est vrai. Donc il va juste aller imprimer wow. Ou attends, je vais le faire mieux. Wow. Comme ça. Fait que ici, on a ce principe-là. Parfait. Donc, on a compris cet élément-là. On va aller regarder le while. Fait que le while, si on regarde comment est-ce qu'on l'écrit, c'est exactement comme un if de base. Fait que j'écris le y, OK, plus grand que 20, mettons. Et là, j'écris oui. OK. Fait que là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Bon. Si ça marche pas, donc mettons ici, je mets quelque chose qui est plus petit que 20, hein, je peux voir que ça fait la même chose qu'avec le if. Qu'est-ce qui arrive, par contre, si je mets quelque chose qui est plus grand que 20? Ici, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le while? C'est qu'il va, une fois qu'il a fini l'instruction, il va revenir à la condition, il va retester la condition, et tant que, hein, le while, en français, on dit tant que, donc tant que y est plus grand que 20, ça va exécuter ça. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Là? Ben, des oui, là. OK, là, je suis en train de scroller, on monte, il y en a, 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 puis en fait, il n'arrête pas, là. Hein? Donc, on est en ce moment dans ce qu'on appelle une boucle infinie. On va arrêter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette condition-là? Ben, on peut ici dire quelque chose comme ça. Ou on peut... Il se donne le temps. Ici, il faudrait que tu repartes comme il faut. Puis es-tu en bas? Ouais, ok. Pardon. Ici, mettons, je mets 25. OK. Ben, je peux voir que
à 25, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aider, là. On va afficher la valeur de Y. Ici, on peut voir que j'ai utilisé le print, j'ai utilisé ici les différents paramètres avec les virgules, j'ai affiché le oui, j'ai affiché les Y, puis après ça, j'affiche la valeur des Y, hein, la différence entre la valeur en chaîne des caractères puis la valeur de la variable. Donc, je peux voir quand je commence, le premier coup, il regarde, j'ai rentré 25. C'est quoi la valeur d'Y? C'est 25. Parfait. Là, qu'est-ce que je fais ici? Là? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va être 25 moins 1, hein, parce que ça ici, c'est une assignation. Fait que ça va faire le résultat de ça. Le résultat de ça va être assigné dans la partie à gauche. Ça se passe tout le temps en 2 étapes. Fait que ça, c'est 25. Je fais moins 1. Donc 25. Ça donne 24. Puis le 24, je l'assigne. Qu'est-ce qu'il fait quand il a fini la boucle? On peut voir ici le même principe de j'ai une structure de contrôle, j'ai le 2 points. Une fois que j'ai le 2 points, j'ai une indentation. Tant que c'est des choses qui sont au même niveau d'indentation, ça fait partie de cette structure de contrôle-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fini? Il remonte, puis il regarde. À ce point-là, Y est rendu à 24. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va dire, est-ce que c'est plus grand que 20? Oui, c'est encore plus grand que 20. Fait qu'il va continuer, puis il va afficher la deuxième itération de la boucle. Hein? Donc, le principe itératif, c'est de répétition. Donc, encore une fois, du vocabulaire fancy, parce qu'on veut pas que la populace comprenne qu'est-ce qu'on fait, fait qu'on va pas dire que c'est une boucle ou que c'est une répétition. Non, on va dire, voyons, je vais utiliser une structure de contrôle itérative. Donc, mais on va souvent dire que c'est une boucle. Pourquoi? Parce que le code, il fait une boucle. Puis, on va ici dire pour un tour de boucle, ça, ici, on va dire que c'est une itération de la boucle. Fait que, si, admettons, je te demande, j'ai exécuté mon programme, il y a eu combien d'itérations de notre boucle? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Wouh! Je suis fier de vous, vous êtes capable de compter jusqu'à 5. Mais évidemment, avec le contexte du problème, ça fait que tout vient avec sa compensation victorieuse. Donc, effectivement, c'est le nombre de fois que ça l'a passé avant de sortir. On peut voir, il y a eu 5 affichages, donc il y a eu 5 itérations de la boucle. Fait que la boucle while est utilisée quand, en fait, il n'y aura pas ce principe-là ici. Parce que ça, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Ça va être ce qu'on appelle un compteur de boucle. Okay? Ça va nous permettre de avoir une version qu'on sait qu'est-ce qui va se passer à tous les moments de la boucle. C'est quelque chose de fondamental avec les boucles. Ça arrive extrêmement souvent. Mais on va voir qu'on a une deuxième boucle possible juste pour quand j'utilise un compteur. Fait que le principe ici, bon, on a le plus grand que quelque chose ou plus petit, mais habituellement, ça va être pour... Le while va être utilisé quand je ne sais pas le nombre d'itérations totales. Fait que là, la question, c'est, qui vient avec ça, c'est, OK, Hugo, qu'est-ce que j'utilise quand je peux savoir le nombre d'itérations totales? Excellente question, étudiant fictif. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la boucle for. Donc, la boucle for nous permet d'avoir un compteur intégré à la boucle. Donc, avec le compteur intégré à la boucle, on est capable de faire des choses qui sont particulièrement intéressantes. Ici, on va revenir à ça. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la boucle for. Fait que le principe de la boucle for, c'est de dire, j'écris for, donc on avait les mots-clés, on avait if, on avait while, là maintenant on a for. Puis à l'intérieur, on va avoir ce qu'on appelle le compteur.
Donc, on avait le Y tantôt qu'on avait comme setupé par nous-mêmes. Le but du for, c'est d'être capable de le faire automatiquement. Donc, mettons, on va avoir le X. Ensuite, deuxième mot-clé obligatoire. Hein, donc, on a le for, on a le nom. Oui! Vous avez la fenêtre devant? Ah ah! Qu'est-ce que vous... Attends une seconde, j'ai-tu ça, ça? C'est bizarre que vous la voyez. Vous n'êtes pas supposé. Mais bon. Ainsi va la vie. Je vais juste voir ça ici. Si je fais ça. Ok, non, c'est juste pas bien fait. Alright. Parfait. Je reviens ici. On a le for. Donc, on a le in. Puis, à l'intérieur, on a le choix d'avoir plusieurs possibilités. Donc, on peut avoir ici ce qu'on appelle une liste de valeurs. Okay? Donc, on va revenir là-dessus, là, c'est juste pour voir que ça existe. C'est pas ce que nous, on va utiliser majoritairement. Donc, on peut voir ici que j'ai une décortication de plusieurs éléments. On utilise en ce moment les accolades. Puis, si on peut voir ici le même principe, hein? J'ai le for, j'ai les opérations du for, j'ai le 2 points, puis ensuite, okay, j'ai les différentes instructions à l'intérieur de mon élément. Donc, tout ça, ça reste bien correct. Nous, ce qu'on va majoritairement utiliser, c'est la fonction range. Fait que, on va utiliser la fonction range. Fait que le principe, c'est qu'on a une valeur à l'intérieur qui va être la valeur à laquelle on arrête. Fait que si je regarde ce principe-là, on va avoir le range 10. Qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde, ça va me dire le nombre d'itérations que je vais faire en partant de 0. Fait que là, ici, il va falloir faire très attention, okay, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs typiques qu'on appelle des erreurs off by one. Hein? Donc, le principe ici, c'est que je marque 10, mais ça va juste de 0 jusqu'à 9. Okay, donc, dans la majorité des choses en informatique, quand on commence à compter quelque chose, quand on commence un élément, ça commence à 0. Fait que, il faut faire attention. On va ici de 0 à 9 parce qu'on demande 10 itérations. OK? Fait que, qu'est-ce qui est intéressant à partir de là? C'est que dans le range, je peux aller chercher ici. Donc, avec ça, si je mets le nombre d'itérations, on va le mettre là. Je peux voir ici que je peux utiliser dans le range des variables sans problème. Puis, lui va utiliser le 0 jusqu'à 11. Ça va bien. OK, donc on peut même mettre des opérations arithmétiques à l'intérieur de ça. OK. Moins 3, mettons. Je remets mon 12. Puis je peux voir que ça le fait juste 9 fois. Donc de 0 à 12. Pas de problème. On a ensuite d'autres versions de range. Donc là, ici, ça va bien si je veux commencer à 0. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas commencer à 0? Donc, si je ne veux pas commencer à 0, si je regarde dans la petite documentation, j'ai notre premier qui me dit quand est-ce que j'arrête, mais j'ai une deuxième version qui me dit c'est quoi le départ, puis c'est quoi l'arrêt. Okay? Ce qui est entre accolades, c'est des éléments facultatifs. On n'est pas obligé de les mettre. On peut avoir le start et le stop. Qu'est-ce qui arrive si, on va mettre ça en commentaire pour l'instant, parce qu'on va juste tester notre start et notre stop. Mettons que je start à 5, puis je termine à 10. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ici, la mécanique
veut que cette valeur-là, en fait, soit exclusive. Exclue, pardon, pas exclusive. Donc, le principe, c'est que oui, ok, je vais commencer à 5, mais il ne se rendra pas jusqu'à 10. Ok, puis ici, par défaut, ça fait des ajouts de 1 à chaque fois. Fait qu'on a le 6, on a le 7, on a le 8, on a le 9, mais on n'a pas le 10. Autre variation possible, je peux avoir le troisième paramètre qui va être le saut que je vais faire entre chaque itération. Donc, si je veux pas que ça saute de 1 à chaque fois. Ici... ça prend juste des entiers, celui-là. Pas de trouble. On va te mettre 2. Je peux voir ici, je commence à 5. C'est parfait. Mais ce coup-là, je fais des sauts de 2. Fait que je me rends à 7, je me rends à 9, puis je ne dépasse jamais 10. La majorité du temps, ça va être cette forme-là qu'on va utiliser pour le range. Où c'est qu'on va avoir un départ, un arrêt, puis habituellement, un de ces éléments-là va être une variable. Si c'est plus le nombre d'itérations, ça crée un intervalle en fait. Mais ouais. Ici, c'est une fonction en fait qui crée un tableau, mais le tableau, c'est pas mal plus loin qu'on va voir c'est quoi là, ok, dans 1-2 semaines. Fait que le principe, c'est qu'on fait juste l'utiliser en sachant que ça marche bien dans un for. On va voir la technique qui est utilisée derrière dans les prochaines semaines. Ici, c'est seulement pour prouver que je peux utiliser une variable intermédiaire à l'intérieur de l'utilisation de la fonction. Et voilà. Fait que le principe ici, c'est que ça commence, ça me dit c'est quoi la valeur de stop. Là, moi, je décide c'est quoi. Et là, le programme va s'exécuter jusqu'à la valeur que moi j'ai rentrée. Encore une fois, en excluant la valeur. Oui, mais pour l'instant, de créer ce qu'on appelle des listes d'informations, on n'a pas encore les connaissances requises. OK, donc ça s'en vient, puis c'est là que ça commence à devenir le fun, là, où c'est que tu commences à pouvoir traiter des vraies données, puis à trouver comme des vraies réponses à des vraies questions, comme on dit. Mais pour l'instant, on va falloir se limiter à des entités numériques seulement. Excellent. Fait que ça ici, ça fait le tour de nos structures de contrôle. Hein? Donc le but, encore une fois, des différentes structures de contrôle, c'était pour ne pas suivre le flot d'instructions traditionnelles. De faire en sorte qu'on pouvait faire soit des sauts, hein, dépendamment de conditions, ou sinon d'être capable de répéter certaines instructions à plusieurs reprises. Dernier sujet de la journée, ça va être le principe d'opérateur logique. Donc, on a vu le principe de valeur logique, en vrai ou faux. On a vu un petit peu plus haut le principe de opération, expression booléenne avec nos opérateurs relationnels, hein, le plus petit, le plus grand, le égal, hein, le double égal. Quand on a des conditions qui me demandent d'avoir plusieurs valeurs, plusieurs comparaisons en même temps, je peux utiliser les opérateurs logiques pour arriver à ma fin. Donc, le principe, c'est, mettons ici, je veux avoir quelque chose qui, j'ai un X, ok, puis j'ai un Y, puis je veux que les deux soient plus grands que 10. Fait que le principe ici, c'est que sans les opérateurs logiques, je pourrais écrire quelque chose comme ça. If plus grand que 10. Puis si lui est plus grand que 10, ben là, je peux aller écrire le deuxième. OK? Donc le principe, c'est qu'on a une première conditionnelle. Si on réussit à passer cette première conditionnelle-là, on tombe ici. Puis ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une deuxième conditionnelle imbriquée, comme on a vu tantôt.
puis seulement si les deux sont bonnes, on est capable de faire afficher le résultat. Mais à la place de ça, on peut utiliser les opérateurs logiques qui me permettent de combiner différentes expressions logiques ensemble. Fait que on peut réécrire cet élément-là en disant x plus grand que 10 et y plus grand que 10. Donc, ces deux opérations-là sont fonctionnellement extrêmement similaires. Le principe de l'opérateur logique, okay, c'est qu'il va venir, puis ici, c'est un point intéressant à mentionner, hein, les opérateurs relationnels viennent s'insérer dans les priorités d'opération qu'on connaissait déjà. Fait que si, admettons, je viens écrire, bon, on va faire un print, puis je vais dire 5 plus grand que 2. Hey! And we're back. OK. Donc, j'ai écrit 5 plus grand que 2. On voit ici que c'est true. Hein? Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Ben, le principe ici, c'est que le plus grand a une priorité d'opération de la même manière que le plus, puis la soustraction, puis la division, puis les parenthèses ont des priorités d'opération. Le principe ici, c'est que les opérateurs relationnels viennent après toutes les opérations arithmétiques. Là, ici, on est en train de rajouter un autre opérateur, les opérateurs logiques, qui vont venir après, encore une fois, tout le reste derrière. Donc, on a les différents opérateurs, puis derrière ceux-là, il va y avoir le end. Qu'est-ce qui va se passer? Si on reprend ici, mettons, avec les priorités d'opération, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Lui, il va faire cette opération-là en premier. Hein? Il va dire, ça ici, ça devient 5. Là, c'est encore faux. Donc, on se donne quelque chose d'un petit peu plus intéressant comme exemple. On va dire 2 plus 8. Ah, ben oui, il est encore plus grand. Tout va bien, en fait. C'est juste plus clair. Fait qu'il va faire cette opération-là en premier. Hein? Donc, ça devient 10. Puis, à partir de là, ça va trouver le résultat de ça, qui va me dire false. Et il va faire afficher le false. Fait que quand on exécute ce genre d'expression-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les opérateurs relationnels vont se faire en premier. Donc, ces deux-là vont être remplacés par comme leur réponse. Hein, fait que dans notre cas ici, avec nos deux grosses valeurs, là, ça deviendrait true et true. Fait que le principe de l'opérateur logique, c'est d'être capable d'avoir deux valeurs logiques de chaque barre, puis de me donner un résultat logique par rapport à ça. Fait que là, ici, on a ce qu'on appelle une table de vérité. Hein, parce que quand on a le A et le B qui peuvent être juste true ou false, on n'a pas tant de disponibilité que ça. Hein, on a juste 4 versions possibles. Soit que les deux sont à false, soit qu'il y en a un qui est à true, soit que l'autre est à true, ou soit que les deux sont à true. Il n'y a pas d'autres possibilités. Fait que les résultats de notre end, ben notre end, ça le dit dans son nom, il faut que les deux, il faut que lui et lui fonctionnent. Il faut que le A et le B fonctionnent pour que le résultat de ça fonctionne. Fait que le end me permet de dire que seulement si A et B sont à vrai, le résultat est vrai. Sinon, n'importe quelle autre option, c'est faux. On a aussi le ou avec le or, qui va être le même principe, mais qui va être tant qu'il y en a un des deux qui est vrai. Donc, dès qu'il y en a un des deux qui est vrai, le résultat va être vrai. Fait que les opérations AND et OR vont nous permettre de combiner plusieurs
opérateurs relationnels pour faire comme des conditions logiques avec plusieurs éléments à l'intérieur. On a un dernier opérateur logique qui est le NOT, qui va juste me permettre d'inverser un résultat logique quelconque. Donc, si c'était à false, ça devient true. Si c'était à true, ça devient false. Celui-là, il est moins utilisé, mais des fois, il peut être utile. Excellent. Fait que ça fait le tour de la matière d'aujourd'hui. Avant de vous envoyer dans vos salles respectives, on va regarder le principe des exercices qui vous sont fournis à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, donc, il y a les solutions des cours. Hein, donc, il y a 3 exercices à faire aujourd'hui. C'est ce que je vous demande de faire. Vous pouvez aller, si vous êtes pogné, aller regarder les différents résultats. Mais à chaque semaine, il y a aussi sur le site de cours les différents ateliers. Hein? Donc, on est rendu à l'atelier 2 qui a une série de différents programmes demandés. Okay? Avec des exemples, avec qu'est-ce qu'on s'attend du programme. Donc, si on regarde, mettons, dans la série 1, je demande quelque chose qui demande à l'utilisateur de saisir son nom, suivi de son prénom, avec 2 saisies distinctes. Puis, le script va afficher le bonjour, prénom, nom. Fait que si je veux savoir, OK, ben moi, j'en ai fait une version, à quoi ça peut ressembler le résultat, une solution. On a ici le dossier des ateliers, donc je le mets tout le temps une semaine après l'atelier lui-même. Fait que le principe, c'est que vous allez avoir des solutions, mais le but, c'est que ce soit pour comparaison seulement. Fait que on regarde là-dedans. Parfait. Je vais apporter cette fenêtre-là ici. Donc, on a les différentes fonctions. Ici, c'est des fichiers .py. OK? Donc, c'est des fichiers qui sont des fichiers texte, en fait. Là. Tu peux regarder à l'intérieur, c'est juste un fichier texte. Puis au pire, tu peux directement les draguer. Tu peux les draguer et les apporter dans un environnement de Replit. Puis tu peux aller voir qu'est-ce qu'on s'attend avec ce numéro-là. OK? Fait qu'on peut voir ici qu'on s'attendait à avoir 2 inputs. Puis après ça, on affiche le bonjour, prénom, nom. Donc, après chaque semaine, vous allez avoir les différentes solutions de l'atelier. Donc, oui, les différents. Quand je parle de l'atelier, c'est la période du mardi soir. C'est comme ça que c'est nommé officiellement sur le site de l'école. Là, fait que j'ai gardé cette nomenclature officielle. Donc, travaux pratiques, laboratoire, atelier, la partie où c'est que c'est pas le cours. Fait que, à partir de ça, vous devriez être capable. Le principe des ateliers, c'est que vous devriez être capable de résoudre ces exercices-là par vous-même. Hein? Donc, les solutions que je donne, c'est vraiment pour comparaison. Si tu attends les solutions pour juste voir puis dire ah ouais, ok, ça a l'air de marcher, là, c'est une grande problématique. Parce que, venu le temps d'écrire ton propre code, tu vas voir que la simulation, c'est pas faite. Parce que la simulation se fait seulement en travaillant. Excellent. Fait que ça fait le tour des choses que je voulais voir ensemble avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que je vous sous-divise dans vos salles respectives? Donc, encore une fois, j'ai enregistré le cours. Il va être disponible sur YouTube. Il va être disponible sur Twitch immédiatement après. Je suis certainement un fan d'Initial D. Je suis un fan de plein d'autres choses. Il y a plein de choses qui se passent derrière moi. Tout évolue dans cette image. Oui. Exact. Puis, quand tu es à l'intérieur de la salle, tu peux demander de l'aide. Donc, il y a un bouton là, à côté de ton Python Mute, puis vidéo, puis participant. Là, puis ton Python Chair, il y a un Python Ask for Help.
Si tu cliques là-dessus, moi j'ai un petit pop-up, puis je vais venir dans la salle pour te débloquer, pour t'aider, c'est comme si le restant de la période se transforme en atelier, en laboratoire, en travaux pratiques, pour que tu puisses avancer sur tes différents numéros. Excellent. Parfait. Fait qu'on va arrêter notre enregistrement de ce soir.